Le thème habiter la nature, je vais l'aborder à partir d'Aristote et du mot grec que l'on traduit par nature, physis. Aristote lui-même nous indique une sorte de signification originelle du mot physis dans le livre Delta de la métaphysique, qui représente une sorte de lexique philosophique. Il définit une liste de termes qui jouent un rôle central dans sa pensée. Et voilà ce qu'il dit. On appelle nature, physis, d'une certaine façon, la génération des êtres qui germent, comme si l'on prononçait physis en allongeant le U. En effet, en grec ancien, le upsilon, la lettre U du mot physis, est brève, tandis que cette lettre est longue dans le verbe phuestai, qui signifie pousser, se développer. Et donc on peut faire dériver le substantif du verbe en allongeant le U. Donc c'est une manière d'insister sur l'origine végétale de la signification du mot. Et effectivement, l'image primitive évoquée par ce mot est celle de la croissance végétale. Mais le sens de ce mot est double, comme c'est le cas en général des mots qui se terminent en cis. En grec, ça peut désigner une action d'abord, c'est l'action exprimée par le verbe phuestai, c'est-à-dire naître, croître, pousser, mais cela peut aussi désigner le résultat de cette action. On retrouve un équivalent français, c'est ce que propose Pierre Hadot, qui a fait un magnifique livre sur le concept de nature dans la pensée antique, un livre qui s'appelle Le voile d'Isis. C'est le mot pousse en français qui exprime cette double signification, parce que d'un côté on parle de la pousse qui pousse, c'est-à-dire l'action de pousser, le développement de ce qui pousse. Par exemple, on parle de la pousse des feuilles au printemps. Mais d'autre part, la pousse en français désigne aussi ce qui a fini de pousser, c'est-à-dire ceux qui poussent à partir du bourgeon qui naît, par exemple les jeunes pousses de bambou. D'où la représentation générale d'une espèce de surgissement spontané des choses, d'une apparition, d'une manifestation des choses qui résultent de cette spontanéité. Mais ce que l'on remarque en même temps, c'est que le mot physis a d'abord un emploi assez limité dans le vocabulaire grec archaïque, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans ses premiers emplois, en effet, le mot physis est toujours accompagné d'un génitif. Il n'est jamais utilisé tout seul, c'est-à-dire c'est toujours la physis de quelque chose, la croissance de, la naissance de. La notion est donc toujours rapportée à une réalité, que cette réalité soit particulière ou générale. Donc, ça ne désigne jamais la nature tout court. C'est toujours la nature d'une chose particulière, ou bien la nature du tout, quand on va interroger le cosmos. C'est ce qu'on peut appeler, avec Pierre Hadot, un emploi relatif du mot physis, c'est-à-dire toujours avec un complément, la physis de. Et c'est seulement plus tard, 3 siècles après le premier emploi, c'est-à-dire vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, que le concept de physis acquiert proprement un sens philosophique. On passe alors d'un emploi qu'on peut appeler relatif à un emploi absolu, c'est-à-dire sans complément. On le voit chez les sophistes, chez Platon et puis aussi chez Aristote notamment. Alors, comme exemple du premier emploi, il faut partir du commencement, c'est-à-dire la première occurrence que nous connaissons, c'est celle qu'on trouve chez Homère dans l'Odyssée, dans le chant 10 de l'Odyssée. Et le mot ici semble plutôt désigner, alors la signification n'est jamais absolument claire, mais il semble désigner le résultat d'une croissance, c'est-à-dire la forme définie qui résulte d'un processus de développement naturel. Alors, situons le passage où apparaît pour la première fois ce mot dans la littérature grecque. C'est le fameux épisode où les compagnons d'Ulysse sont prisonniers de la magicienne Circé, la fille du soleil, et ils sont parqués comme des porcs. Ils ont été victimes du charme lancé par la sorcière, la magicienne, métamorphosés en pourceaux. Et Circé veut aussi ensorceler Ulysse par un sortilège, par une drogue, un pharmacone. Mais alors qu'Ulysse est en route pour délivrer ses compagnons, Hermès lui apparaît. Hermès qui est désigné comme le dieu au rayon clair, l'éblouissant, et il lui propose un antidote, et ça s'appelle aussi un pharmacone, le mot signifie à la fois le poison et le remède, l'antidote, une herbe magique capable de contrer les effets maléfiques du poison. Et donc Hermès arrache à la terre une plante qu'il tend aussitôt à Ulysse, et il le fait en donnant sa composition
Alors voilà ce que dit le chant 10 de l'Odyssée au vers 303. L'éblouissant, dit Ulysse, et il désigne par là Hermès, l'éblouissant me donna l'herbe qu'il avait déterrée et me montra sa fucis. Sa racine était noire et sa fleur couleur du lait pur. Les dieux l'ont appelée Molu et les mortels ont grand-peine à l'arracher, mais les dieux, quant à eux, peuvent tout. Donc, le Dieu invite à considérer le pharmacone, l'antidote, dans toute l'étendue de sa croissance, mais en même temps, ce qui doit être exhibé, c'est plus particulièrement la partie de la plante qui jusque-là avait été cachée, c'est-à-dire son essence, sa racine noire qui est enfouie dans la terre et qui concentre sa vertu active, son essence. Et c'est une des significations qu'on pourrait reconnaître à fucis. Son essence au sens du concentré, comme on parle d'une essence de parfum. Mais ça signifie aussi son essence comme ce qui constitue la nature d'une chose. On peut donc voir que cet emploi homérique de fucis, qui est appliqué à une réalité particulière, véhicule une double notion. D'une part, il évoque une substance originelle qui est concentrée dans une racine que d'ordinaire on ne voit pas. Et en même temps, il évoque aussi une croissance qui est épanouie jusqu'à son terme, la fleur blanche qui surgit de la plante, et qui procède de cette substance mystérieuse, de cette racine profondément enfouie. Et des images antithétiques surgissent de cette scène, la fleur et la racine, la blancheur lumineuse et le noir obscur, le haut et le bas, l'extérieur et l'intérieur de la terre, le visible et l'invisible, l'évident et l'inévident. Et il s'y ajoute une opposition entre le dieu Hermès qui est capable d'arracher la plante sans effort, de la nommer et d'en dévoiler la fucis, et puis d'autre part, un mortel, Ulysse en l'occurrence, démuni et qui a besoin du secours divin. Eh bien, on retrouvera chez Aristote cette polarité dans la signification du concept de fucis, mais cette fois-ci plus avec un emploi relatif, la nature de quelque chose, mais un emploi absolu, la nature tout court. Polarité entre d'un côté la nature comme origine, comme arché, donc commencement. Aristote, dans le livre Delta de la métaphysique, indique cette signification, après avoir présenté l'étymologie, il dit « La fucis, c'est d'abord ce qu'on appelle le premier constituant, d'où vient le développement de l'être qui germe. » Ça, c'est l'origine, le premier constituant. Et puis de l'autre côté, la nature, c'est l'accomplissement, le terme, le télos, le terme du processus du devenir, ce que Aristote appelle l'accomplissement de la génération. L'accomplissement, c'est la fin, le terme, le télos. La génération, c'est le mot français qu'on utilise pour traduire le mot grec génésis. Génésis, qui est un terme polysémique, qui signifie la venue à l'existence, le fait d'être engendré, donc la génération au sens de l'engendrement, et aussi le devenir. Il y a toutes ces significations qui sont présentes. Effectivement, à partir du germe premier, eh bien, se produit un processus de croissance, de développement, un devenir qui va aller vers le terme, vers le télos. Mais précisément, la pensée de la nature chez Aristote est centrée sur l'idée de devenir. Mais c'est à la faveur d'une rupture radicale avec la tradition précédente, avec la tradition présocratique. Donc Aristote, c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ. Les présocratiques ont développé leur pensée entre le VIe et le Ve siècle avant Jésus-Christ. Selon Aristote, ses prédécesseurs ont toujours cherché à réduire le devenir, la génésis, à une origine primordiale. Ils ont toujours pensé qu'on pouvait rendre compte du devenir à partir de l'origine. Par rapport à une constitution première, ce qu'Aristote propose, lui, c'est plutôt d'inverser la perspective. C'est la formule qu'on trouve dans le deuxième livre de la physique. Il demande « Qu'est donc la chose qui croît, fuetaï, qui est en proie à la croissance ?» Et il précise « Elle n'est pas ce d'où elle vient, mais c'est plutôt ce vers quoi elle va. » Une formule qui se trouve exprimée sous une autre forme de manière assez énigmatique lorsqu'Aristote affirme que la nature, la fucis, comprise comme genèse, est un acheminement vers la nature. Ça paraît assez mystérieux, et c'est ce qu'il nous faudra expliquer. Mais cette idée, on la trouve de façon récurrente dans les différents traités d'Aristote, c'est que la genèse, le développement à partir de l'origine, doit être expliqué en fonction
du but, du résultat auquel il aboutit, et non pas l'inverse. Par exemple, dans le traité sur les parties des animaux, qui fait partie des traités biologiques d'Aristote, il dit la genèse, la génésis, est en raison de la réalité, est en raison de la substance, l'ousia, et ce n'est pas la réalité qui est en raison de la genèse. Ce renversement, il s'oppose, je l'ai dit, aux présocratiques. Alors certes, ces cosmologies présocratiques présentaient déjà un discours sur la nature des choses, mais c'était la nature d'eux, avec un emploi relatif. Mais ce discours rompait effectivement avec les représentations mythologiques traditionnelles, parce que ces cosmologues présocratiques n'expliquaient plus la nature à partir de dieux surnaturels, mais simplement à partir d'éléments premiers matériels. Cependant, ce que Aristote reproche à ce type d'explication, c'est de continuer à attribuer une sorte de prestige à l'originel, même lorsque cet originel se trouve réduit à l'état d'un élément matériel. Effectivement, c'est souvent une représentation courante de la nature comme une espèce d'origine plus ou moins fantasmée. Mais précisément, la pensée d'Aristote est une pensée critique à l'égard de cette réduction de la nature à une origine qui se trouverait investie d'une signification très profonde et mystérieuse. On peut dire que l'opération philosophique au cœur de la pensée d'Aristote consiste précisément à dissocier le naturel et l'originel. Et ce qui est en jeu dans cette opération, c'est d'abord la possibilité d'une connaissance scientifique de la nature, une science du devenir. Et cela, c'est un véritable défi, parce que le devenir, c'est ce qui semble échapper aux prises de la science, c'est ce qui est fluent. Une science, parce que la connaissance est un mode essentiel de l'habitation humaine de la nature, de l'habitation de l'ici-bas terrestre. Ça, c'est tout à fait fondamental pour Aristote. Notre rapport au monde se constitue à travers l'émerveillement, l'étonnement, et s'étonner, c'est chercher à connaître, à comprendre. C'est très loin d'Aristote l'idée de se représenter la nécessité d'une rupture avec la science pour retrouver le contact avec je ne sais quelle origine mystérieuse et profonde. Voilà ce qu'il dit dans les voilà ce qu'il dit dans les parties des animaux. Il évoque d'abord la contemplation des astres qui sont divins, la connaissance théologique. Elle est magnifique, cette connaissance théologique, ces astres éthérés, mais ils sont très lointains. Et nous n'avons accès finalement à ces vérités supérieures que très difficilement. Tandis que autour de nous, ici-bas, il y a de la vie, il y a des êtres vivants. Et voilà ce qu'il dit. Au sujet des substances périssables, les plantes et les animaux, eh bien, nous nous trouvons en meilleure situation pour les connaître, puisque nous vivons avec elles. L'expression grecque, c'est diatosun trophone, parce que nous sommes nourris avec, nous sommes élevés avec. Et c'est ce qui fait l'objet d'un étonnement, d'un émerveillement, qui n'est pas forcément d'ordre esthétique, parce qu'il y a des animaux qui ont une apparence, il faut l'avouer, assez dégoûtante, mais un intérêt cognitif. Il y a un plaisir de connaître. Ce renversement-là ouvre aussi l'horizon d'une philosophie de l'action humaine, une philosophie de l'action humaine inscrite dans la nature, mais néanmoins qui ne serait pas pour autant enfermée dans un ordre normatif, dans un ordre qui serait clos. Et trop souvent, effectivement, on voit des pensées de l'action humaine qui oscillent entre une espèce d'artificialisme débridé, qui prétend engendrer l'homme à partir d'une table rase radicale, et d'autre part, la promotion d'une nature originelle, mais qui risque vite de renvoyer à un ordre normatif rigide. Pour Aristote, on peut penser l'action humaine, la technique, l'éthique, la politique, à partir d'une nature comprise non pas comme un ordre clos, contrairement à une représentation traditionnelle qu'on donne de l'aristotélisme, mais plutôt par rapport à l'idée d'un inachèvement. Et ici, c'est le concept d'habitude qui joue un rôle central chez Aristote. Au fond, notre manière d'habiter la nature, d'inscrire notre vie et notre action dans la nature, c'est l'habitude. Voilà pourquoi mon propos présentera deux moments. Dans un premier temps, j'interrogerai la manière dont Aristote cherche à penser les conditions d'une connaissance du devenir, puisque les êtres naturels sont des êtres en devenir. Puis dans un deuxième temps, je m'intéresserai plus spécifiquement à la manière dont l'inscription de l'habitude dans la nature permet d'ouvrir une philosophie de l'action humaine. Alors d'abord, concernant le premier point, c'est que la nature se présente comme un devenir.
Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la nature peut être objet de science? Une science du changement, et plus précisément une science des corps qui changent, c'est-à-dire des corps qui naissent, qui croissent, qui se déplacent, qui changent, qui meurent. Mais pour fonder cette science, il faut surmonter un obstacle premier, une aporie, une impasse. Cette aporie, c'est précisément la suppression de toute génésis, la suppression de toute génération, de tout engendrement, de tout devenir. Ce serait l'idée qu'il n'y aurait de science que de ce qui est éternel. Cette aporie, on peut la formuler plus précisément, c'est celle que relève Aristote, c'est le défi qu'il doit affronter, elle est double. D'un côté, première aporie, première impasse, l'être ne peut pas être engendré à partir de ce qui est. Parce que ce qui est déjà là, donc il n'y a pas d'engendrement possible. C'est impossible parce que si ce qui est déjà, il ne devient pas, il ne vient pas à l'existence, puisque le verbe devenir, genestai en grec, signifie venir à l'existence. Deuxième impasse, l'être ne peut pas être engendré à partir de ce qui n'est pas. Parce que pour être engendré, il faut que quelque chose soit déjà là, quelque chose qui soit sous-jacent. D'où un conflit apparent entre l'expérience perceptive qui est la nôtre, de la sensation, nous percevons des corps qui changent, des corps en mouvement, donc une expérience qui atteste l'existence du devenir, de la nature, elle est bien là, en mouvement, et d'autre part un principe de la pensée, un principe logique, le principe de non-contradiction, qui semble, lui, exclure la possibilité de ce devenir. C'est le défi qu'affronte Aristote dans ses leçons de physique, et en particulier dans le premier livre. Alors il est vrai que le concept de nature semble davantage explicité dans le livre 2, mais en réalité on ne peut pas le comprendre si on ne saisit pas la manière dont, dès le début de son travail sur la physique, Aristote cherche à fonder les principes de la connaissance de la nature. Effectivement, c'est l'objet du premier livre de la physique, fonder la physique comme science du mouvement et du changement, aussi bien pour les corps inanimés que pour les corps vivants, puisque ce que nous appelons la biologie, pour Aristote, fait partie de la science de la nature, de la physique, telle qu'il la comprend. Alors, qu'est-ce qui fait la scientificité d'une connaissance pour Aristote? C'est le fait que son savoir porte sur les principes, sur les causes, sur les éléments de l'objet de recherche considéré. Principe, élément, cause, ces termes peuvent être pris ici comme synonymes. Donc la question qui se pose, c'est quels sont les éléments premiers, les principes, les causes de la nature? Mais la question très vite se présente aussi comme une question de méthode. Quel est le chemin naturel pour répondre à cette question? Eh bien, Aristote dira, le chemin le plus naturel consiste à partir de ce qui est plus clair pour nous, c'est-à-dire de la sensation, pour aller vers ce qui est moins clair, c'est-à-dire moins clair pour nous, mais plus clair en soi, ce qui est plus connu par nature dans l'absolu. Mais pour nous, ce qui est plus facilement connaissable, c'est ce qui est donné par la sensation. Néanmoins, si nous procédons à une analyse, à une décomposition, nous allons retrouver dans cette totalité confuse qui est celle de la sensation, des éléments, des principes, qui en eux-mêmes sont clairs, mais que nous ne percevons pas d'habitude. Voilà pourquoi la connaissance des principes, pour Aristote, va dériver de la perception sensible, et elle va procéder par analyse, par division. Il va falloir différencier ce que nous percevons dans l'expérience de la sensation en ces éléments constituants. Et donc la question qui se pose, c'est celle du nombre des principes. Il applique une méthode de division. Est-ce que les principes qui constituent la nature sont au nombre d'un ou est-ce qu'ils sont plusieurs? Et si le principe est un, est-ce qu'il est immobile ou est-ce qu'il est mu? Si les principes sont plusieurs, sont-ils en nombre fini ou en nombre infini? La première hypothèse, c'est de savoir si le principe est un. Donc si l'étant, ce qui est un. Ça, c'est la thèse qui était celle de certains penseurs présocratiques, les Éléates, originaires de la cité d'Élée, en Italie du Sud, Parménide d'abord, et puis son disciple Mélissos. Et en réalité, ce que vise sans doute Aristote, c'est prioritairement Mélissos, le disciple de Parménide. Selon ces Éléates, ce qui est un, et par conséquent, il n'y a aucune multiplicité. Il ne peut donc pas y avoir de changement, de mouvement, parce que qui dit changement, mouvement, implique une multiplicité d'états. Ce qui est multiple n'est qu'une apparence. La réalité profonde pour les Éléates, elle est indifférenciée, elle est une. Mais du même coup, ça veut dire que le mouvement n'est qu'une apparence illusoire. L'être est immobile. Il n'existe pas de changement. Par conséquent,
il n'existe pas de nature, puisque la nature se définit par le changement. Ce que Aristote objecte à cela, c'est que l'existence du mouvement est claire par l'induction. Si on part de la sensation, de la perception sensible, on atteste l'existence du mouvement. Et pour Aristote, c'est pour cela que la sensation est principe de la physique. Alors, il faut remarquer que le mot principe ici est employé en deux sens différents. D'une part, l'existence du mouvement est un principe que la physique ne doit pas discuter. Ce principe qui est attesté par la sensation, c'est le devenir, le changement. Mais malgré cela, la physique doit rechercher les principes de ce mouvement, c'est-à-dire ses causes, les conditions qui le rendent possible. Donc il faut expliquer le devenir en découvrant son ou ses principes. D'où deux étapes dans la démarche d'Aristote. Il faut commencer nécessairement par réfuter la thèse des Éléates, puisque cette thèse nie purement et simplement l'existence même de la nature qui est l'objet de la physique. Et puis d'autre part, dans un deuxième temps, il s'agira de démontrer l'existence de trois principes dans le devenir qu'Aristote nommera la matière, la forme et la privation. Alors, ceux qui disent que l'étant est un, au fond, ils nient l'existence même d'un principe en réalité, parce que pour qu'il y ait principe, il faut déjà au moins deux choses. Il faut le principe et ce dont il est le principe. Mais si l'être est un, il ne peut même pas y avoir de principe. Et non seulement il ne peut pas y avoir de principe en général, mais il ne peut pas y avoir non plus de principe de la nature en particulier, puisque la nature est le changement. Donc si l'un signifie l'absence de différence, il est impossible d'articuler un quelconque discours sur ce qui est. On se condamne à la répétition, à dire l'être est, ce qui est. Donc soit la répétition, soit le silence. Il faut remarquer ici que la question que se pose Aristote porte sur ce que l'on peut dire. Qu'est-ce que l'on peut dire de la nature ? Alors, par opposition à cette thèse qui nie l'existence de la nature et qui ne peut rien en dire, il faut partir de la sensation, de notre expérience du mouvement des corps naturels. Voilà pourquoi, une fois qu'on a écarté la thèse des Éléates, on va pouvoir considérer de vrais physiciens, à savoir les physiciens présocratiques. C'est le deuxième moment. Cette fois-ci, nous sommes engagés dans une recherche qui est vraiment physique. Il s'agit de considérer les doctrines des physiciens proprement dits, qui ont admis l'existence de la nature, qui ont admis l'existence du mouvement, et qui en ont recherché les principes. Ce sont les cosmologues présocratiques, d'abord ceux qui viennent de Ioni, en Anatolie, mais aussi ceux qui viennent d'Italie du Sud, en particulier Empédocle. Ces physiciens, ils ont un point commun. Ils ont tous posé un principe originel, un corps unique, qui est le substrat. Ce principe originel à partir duquel sont engendrées les autres choses, qui sont rendues multiples. Mais, bien qu'ils affirment tous l'existence de ce corps unique originel, ils ont deux façons différentes d'argumenter. Le premier groupe de ces physiciens affirme que la matière sous-jacente est identifiée soit à l'un des trois éléments, parce que à cette époque-là, il n'y a pas 4 éléments qui sont reconnus. La Terre n'est pas digne de figurer à titre d'élément principiel. Les 3 éléments, ce sont soit l'eau, soit l'air, soit le feu. Soit un intermédiaire entre eux, un intermédiaire entre l'air et le feu, par exemple. D'autre part, ils considèrent que les autres choses sont engendrées par condensation et par raréfaction de ces éléments. Donc, soit par excès, dans le cas de la condensation, soit par défaut, dans le cas de la raréfaction. Il faut remarquer que ce sont des contraires, des variations entre deux pôles contraires à partir d'un même principe unique qui est le substrat. Et donc, Aristote ici mobilise la distinction entre un substrat, qui est une substance originelle, et puis des contraires qui vont se déployer à partir de lui. Le deuxième groupe de physiciens considère, lui, que le substrat matériel est quelque chose d'indéfini, un mélange dans lequel toutes les variétés de matière sont présentes, mais à titre potentiel, virtuellement, elles ne sont pas encore manifestes. D'autre part, la multiplicité, la variété des corps sensibles est extraite par différenciation à partir de ce migma, ce mélange originel. C'est le cas de la physique d'Anaximandre, par exemple, d'Empédocle ou d'Anaxagore. Notamment pour Anaxagore considère que le mélange primordial est infini et qu'il est constitué de parties élémentaires qu'on retrouve dans toutes les choses, avec des polarités contraires en nombre infini.
Ces parties originelles, il les appelle des spermata, des semences originelles. Alors, Aristote prend pour cible prioritaire le système d'Anaxagore en identifiant la source de ces erreurs. Elle réside, selon lui, dans son point de départ, qui est en réalité le même pour tous les penseurs présocratiques. C'est l'opinion commune des physiciens, c'est l'idée d'après laquelle rien ne peut naître à partir du non-étant. Rien ne peut naître à partir de ce qui n'est pas. Et la conséquence, dans ces conditions, c'est que tous les changements observables dans le monde ne sont que des apparences. Il n'y a pas réellement de venue à l'existence, pas d'engendrement, donc pas de nature, pas de production de l'être à partir du non-être. C'est ce qu'indique par exemple un fragment d'Anaxagore qui nous est rapporté par Simplicius, un commentateur d'Aristote. Voilà ce que nous dit Simplicius. Anaxagore dit clairement, au début de sa physique, que la génération et la mort ne sont qu'assemblage et désassemblage. Voici ce qu'il écrit. Les Grecs ne conçoivent pas correctement ce qu'est la génération et la mort. En effet, nul être n'est engendré ni détruit, mais tout se trouve congloméré et désassemblé à partir des choses qui existent. Ainsi conviendrait-il de désigner plus correctement la génération par le terme de conglomération et la mort par celui de désassemblage. Donc, il n'y a pas d'engendrement véritable. Il n'y a que des compositions et des recompositions de ce qui est déjà là. L'autre physicien auquel s'intéresse Aristote, Empédocle, lui, nie purement et simplement, textuellement, d'après nos témoignages, la physis des choses. Mais le mot physis ici ne peut pas vraiment être traduit par nature. La physis doit être comprise au sens de naissance. Voilà ce que nous indique le fragment d'Anaxagore. Il n'existe de physis d'aucun des êtres. Il n'y a que mélange et recomposition de ce qui est mélangé. Mais c'est ce qu'on appelle physis chez les humains. Vous voyez en même temps le dédain du sage à l'égard des opinions des mortels qui se fourvoient dans des dénominations impropres. Alors, ce qu'on appelle physis, ici, ça signifie la naissance. L'idée d'Empédocle, c'est qu'il n'existe pas de physis véritable, mais seulement des recompositions d'éléments. Et on retrouve ce sens originel de physis que nous avions évoqué tout à l'heure, à savoir la génération, parce que la croissance, au fond, c'est une forme particulière de génération, une forme primordiale. Ainsi, on peut dire que même pour ces physiciens, il n'y a pas de devenir réel, puisque la matière primitive est immuable, c'est le mélange, et ce qui apparaît vient de ce qui est déjà présent dans le mélange, c'est-à-dire des composantes en nombre infini. Pour Anaxagore, par exemple, la différence entre les choses vient seulement de la prépondérance numérique de certaines composantes. Donc pour Aristote, il s'agit de trouver un moyen terme entre deux thèses qui sont inadmissibles. La première thèse, c'est celle de la production de l'être à partir du non-être, et la seconde, c'est celle de l'engendrement de l'être à partir de l'être, qui conduit à nier la réalité du devenir. Alors, pour relever ce défi, Aristote va procéder à un détour. C'est dans le chapitre 7 du premier livre, un détour par une analyse linguistique. C'est le cœur de l'analyse. Il faut interroger l'énoncé qui nous dit que quelque chose de différent vient de quelque chose de différent. Et on va pouvoir faire une distinction sémantique entre deux sens de venir de, gignestai. C'est le verbe grec qui a plusieurs sens. Le premier sens, c'est venir au sens d'advenir. Venir à l'existence, être engendré à partir de. Ce verbe est ici employé sans complément, absolument. On pourra dire que telle qualité, telle propriété advient. Et on dira qu'une qualité particulière advient, est engendrée à partir de quelque chose, par exemple, à partir d'une qualité contraire. Par exemple, c'est l'exemple donné par Aristote, le mousikos, c'est-à-dire le cultivé. C'est pas musicien. Mousiko, c'est les muses, donc la culture. Le cultivé vient du non cultivé. Et en général, dit Aristote, cela se dit plutôt des choses qui ne demeurent pas. Ce premier sens de venir à être se dit plutôt des qualités que des substances. Mais il y a un deuxième sens du verbe gignestai qui signifie devenir au sens de changer d'état, au sens où on le construit avec un attribut, devenir quelque chose, un emploi pour ainsi dire transitif. Par exemple, on dira cet homme devient cultivé. Et ici, ce qui devient, ce n'est pas la qualité, mais c'est le substrat, le suppôt, qui devient quelque chose, qui acquiert ou qui perd une qualité, mais qui demeure sous ses changements. Par exemple, l'homme.
qui est passé de l'état non cultivé à l'état cultivé. Ce qui est très significatif, c'est précisément cet exemple linguistique que choisit Aristote, sachant qu'il s'agit de penser la nature, mais à partir d'un schème qui est linguistique et qui fait référence à la culture. Mais précisément, on retrouve là le modèle présocratique d'explication de la réalité avec un support, un substrat, et des qualités contraires qui passent de l'une à l'autre. On remarque que ces distinctions sont posées à partir du langage, à partir de l'énoncé « ce qui devient ». Mais en réalité, la distinction est triple, puisqu'il y a d'un côté le substrat qui devient, il y a ce qu'il devient, à savoir la qualité, par exemple cultivée, et puis ce à partir de quoi il devient, la qualité contraire, le non cultivé. Mais l'attention est plutôt portée sur le deuxième sens, c'est-à-dire lorsque l'on dit que l'homme est devenu cultivé. Dans ce cas, ce qui devient demeure. Donc l'homme demeure un homme en devenant cultivé, tandis que le non cultivé, la qualité, ne demeure pas. Donc on est pour l'instant dans l'analyse du langage, on ne parle pas de la réalité et on ne parle pas de la nature. Mais à partir de là, on va inférer la nécessité du substrat. La thèse générale, c'est que dans tous les cas, il faut toujours que quelque chose soit sous-jacent, et ce qui est sous-jacent, ce qui demeure, c'est le substrat, ce qui devient. Il est un numériquement, mais conceptuellement, il est double, puisque c'est un composé. Il y a le substrat, et puis la qualité négative, une des qualités parmi les opposés. Par exemple, le non cultivé qui devient cultivé, ou bien l'inverse, le cultivé qui devient non cultivé. Donc je rappelle les deux sens. Le premier sens de Gignestein, c'est advenir tout court ou absolument, purement et simplement, être engendré. Et le deuxième sens, c'est devenir quelque chose. Il est nécessaire que quelque chose soit sous-jacent, c'est ce qui devient. Et donc, les qualités adviennent quand quelque chose leur est sous-jacent, à savoir le substrat. Alors, apparemment, ce substrat, c'est la substance. Effectivement, c'est un principe général qu'Aristote assume dans ses différents textes, ses traités. Seule la substance, c'est ce qui n'est dit d'aucun autre substrat, mais toutes les autres choses sont dites de la substance. Par exemple, la substance, c'est le ceci particulier. Par exemple, Socrate, la substance individuelle, c'est lui qui devient cultivé. Mais Socrate n'est pas une propriété que l'on pourrait attribuer à une substance dont il serait l'attribut. Mais c'est précisément ici qu'il faut arrêter l'analyse du langage, une analyse qu'Aristote appelle purement logique, logikos, qui signifie en même temps formelle. Et il va falloir maintenant considérer les choses mêmes. Il y a un point de basculement dans l'analyse, il va falloir considérer les choses physikos, la nature même des choses. Ce qu'on va pouvoir montrer, c'est que les substances elles-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui existe absolument, elles aussi adviennent à partir d'un certain substrat. Et donc on retrouve le premier sens, être engendré à partir d'eux. Par conséquent, même si la substance n'est dite d'aucun substrat, d'aucun autre substrat dans le langage, cependant, dans la réalité qu'on observe, elle advient toujours à partir d'un substrat. Alors, c'est vrai que ça ne vaut pas pour toutes les substances, pas pour les substances éternelles qui sont inengendrées, mais cela vaut pour les substances engendrées. Et c'est cela qui intéresse Aristote dans la nature. C'est-à-dire toutes les substances naturelles concernées par l'engendrement, par la génération, par le changement. Donc on peut dire que pour ces êtres naturels, il y a chaque fois quelque chose sous-jacent, un substrat, à partir de quoi est engendré ce qui advient, à savoir une substance. Mais il est très important de ne pas confondre le substrat et la substance, contrairement à une confusion qu'on opère parfois à propos de l'ontologie d'Aristote. Par exemple, lorsque les substances sont les plantes et les animaux, eh bien, quel est le substrat d'où proviennent ces plantes et ces animaux? C'est la semence, le sperma. Donc là, il y a une rupture essentielle. Aristote n'interroge plus le devenir comme un simple changement de qualité qui serait affecté à un substrat permanent, comme c'était le cas dans le modèle cosmologique des présocratiques, qui confondait la substance et le substrat, qui voyait une origine primordiale d'où surgissaient toutes les choses. Un processus qui était pensé en réalité à partir d'expressions linguistiques. Mais ce que propose Aristote, désormais, c'est plutôt de penser le devenir comme un engendrement pur et simple, et un engendrement des substances elles-mêmes. Et cela, c'est un phénomène attesté par la sensation. Et il va montrer que même cet engendrement absolu, qui consiste à venir à l'existence, le premier sens du verbe Gignestein, eh bien, même ce sens-là signifie devenir quelque chose,
c'est-à-dire devenir une substance. C'est un engendrement à partir de quelque chose, même si les expressions linguistiques qui expriment cela ne sont pas les plus courantes. Et cet engendrement se réalise selon différentes modalités. Ça peut être une augmentation, un changement de forme, une soustraction, une altération. On a donc vérifié la thèse initiale, c'est que tout devenir implique un substrat, et on en déduit une conséquence, c'est que tout ce qui devient est toujours composé. Le composé, dit Aristote, est à la fois ce qui devient et ce qu'il devient. Ce qui devient, c'est le substrat. Ce qu'il devient, c'est la qualité ou bien la substance. On peut donc dire que tout est engendré à partir du substrat et de ce qu'il devient. Et ce qu'il devient, c'est la forme déterminée qu'il acquiert. Et la substance est donc composée du substrat et de la forme. Mais en même temps, puisque cette substance a été engendrée, eh bien, elle a connu un devenir. Le substrat n'avait pas d'abord actuellement la forme qui est la sienne, il avait cette forme seulement en puissance, potentiellement, et son devenir a consisté précisément à actualiser cette forme qui n'était là qu'en germe dans la semence, mais qui n'était pas encore manifeste, pas encore visible. Par conséquent, le substrat lui-même doit être considéré comme double. Ce n'est pas simplement la matière, c'est la matière et la privation de la forme, puisque le devenir va consister à passer de la privation vers la forme. Les principes essentiels sont donc bien trois. La nature sous-jacente qui est la matière, la forme qui permet la définition, et puis le contraire du précédent, c'est-à-dire la privation de forme. Par exemple, le non cultivé, privation de forme, qui devient cultivé. Donc, une matière sous-jacente et des contraires. La matière, c'est le substrat premier de chaque chose, inhérent à elle, la nature sous-jacente à partir de laquelle cette chose advient et est engendrée. D'où une nouvelle question. Comment peut-on connaître cette nature sous-jacente, ce substrat ? Eh bien, dit Aristote, on ne peut jamais la connaître en elle-même directement, puisqu'elle n'existe que si elle est en même temps associée à une forme. Et donc, on ne peut la connaître que par analogie, par identité de rapport. Et donc, pour Aristote, ce sera par comparaison avec des objets artificiels. Le rapport de la nature sous-jacente avec la substance singulière est le même rapport que celui de l'airain avec la statue, le rapport du bois avec le lit, ou encore le rapport de la matière informe avec la matière formée. On voit donc ici intervenir un schème technique. Mais ce qui va rester à élucider, c'est de savoir ce qui est vraiment substance, ce qui est vraiment nature. Est-ce que c'est la forme ou le substrat ? Et ce qu'affirmera Aristote dans le deuxième livre de la physique, c'est précisément que ce qui est vraiment nature, c'est la forme plutôt que la matière. Parce que si la matière est nature, c'est seulement en puissance, potentiellement, dans la mesure où elle est sujette à un changement. Et elle ne devient une nature réelle et déterminée qu'en recevant la forme et la configuration. Voilà pourquoi Aristote pourra dire que la nature, au fond, il pourra dire que la forme, c'est la nature de la matière. Donc, on le voit, le cas des substances sensibles implique nécessairement la distinction de l'acte, ce qui est réellement existant, ce qui est actualisé, ce qui existe de manière déterminée, et puis d'autre part, la puissance comprise comme pure potentialité. Les substances sensibles, en effet, sont sujettes au devenir, et le devenir lui-même n'est saisissable que si l'on prend en compte cette distinction. Le devenir, c'est un processus d'actualisation de la puissance, c'est un chemin de la puissance vers l'acte. Mais dès lors, la forme va apparaître aussi comme le but, comme la finalité du processus de génération. Tandis que dans le cas des substances éternelles, qui sont toujours tout ce qu'elles sont, il n'y a pas de différence entre acte et puissance, elles sont actes purs. Donc on voit ici la convergence entre deux modèles, un modèle structural et un modèle dynamique. D'une part, le modèle structural, c'est celui de la composition des corps naturels entre matière et forme. Et puis d'autre part, le modèle dynamique, c'est celui de l'accomplissement du processus, l'acheminement de la puissance vers l'acte. Et c'est ce second modèle qui donne son unité au premier, le devenir compris comme processus d'actualisation de la forme dans la matière. Autrement dit, de l'inachèvement vers l'achèvement. Et dans le cas des êtres naturels, ce processus est spontané. Il est intérieur à la chose. C'est un processus d'actualisation. Par exemple, pour la croissance biologique, qui a vraiment concentré toute l'attention d'Aristote, un tiers de son œuvre est consacré
à ces traités biologiques. Pour la croissance biologique, il s'agit des différenciations des parties de l'animal. Voilà ce qu'est l'actualisation à partir du germe ou de la semence première. Différenciation des parties de l'animal ou de la plante, une différenciation qui est potentiellement contenue dans l'embryon ou dans la semence. D'où la définition de la nature que donne Aristote dans le livre 2 de la physique. Chaque être naturel, dit-il, a en lui-même un principe de mouvement et de repos. La nature, dira-t-il, est une impulsion innée au changement, une poussée qui vient de l'intérieur. Mais pour arriver à cette notion, il a fallu résoudre les difficultés des anciens. Alors, ce que je voudrais maintenant considérer, c'est que, justement, il y a une hésitation, en quelque sorte, dans le propos d'Aristote, entre deux compréhensions de la nature, cette compréhension causale, structurale, et puis la compréhension dynamique. D'un côté, on peut dire que l'élément essentiel d'une substance naturelle, ce sont ses composantes. Donc, la forme et en même temps la matière et le jeu qui fait qu'il y a une cause intérieure qui pousse la matière à s'actualiser dans la forme. Et donc, on pourra dire que la nature d'une chose, ce sont les causes qui la régissent, ce dont elle tire sa structure et ses modifications. Mais la deuxième compréhension, elle, est plutôt dynamique. Elle pense la nature comme un processus, comme un devenir. Et de ce point de vue, ce qui caractérise l'être naturel, c'est qu'il contient toujours en lui quelque chose d'inachevé, toujours quelque chose d'indéterminé, puisqu'il est en chemin vers sa nature, en tant que matière et en tant que devenir. Et ainsi, l'être naturel, celui qui est engendré, c'est celui qui ne coïncide jamais entièrement avec son essence, jamais en permanence correspondant avec son essence. Les êtres naturels sont toujours en chemin vers leur fusis. Ce qui explique cette formule mystérieuse que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que la nature, entendue comme devenir, comprise comme un devenir, est un chemin vers la nature. C'est-à-dire, elle est un chemin vers la nature en tant que fin achevée, en tant que forme. Et le terme de ce passage, le terme de ce chemin, est donné par la cause finale. Il coïncide avec la forme, c'est ce qui justifie la prédominance de la forme dans l'analyse que donne Aristote des sens de la physis. Mais le même problème se pose chaque fois. Est-ce que la nature visée, on doit l'appréhender comme forme, comme une cause finale, ou plutôt comme un processus? Et dans ce dernier cas, si on la pense comme un processus, la question est celle du degré de dépendance du processus par rapport à la finalité qui l'oriente. Or, précisément, c'est ce problème-là que l'on retrouve avec l'habitude, puisque l'habitude est à la fois une disposition, donc une affection qui est stabilisée d'un être naturel, mais c'est aussi un certain type de processus. Et ce problème-là, c'est aussi le problème de la techné, puisque la technique, pour Aristote, c'est une forme d'habituation, c'est une disposition habituelle que l'on a acquise, et inversement, l'habitude elle-même relève d'une techné. Par exemple, la mémoire repose sur une technique de remémoration qui est acquise par l'habitude. Et c'est encore le problème de l'éthique, puisque les vertus morales sont des dispositions stables ou stabilisées, et comme telles, ce sont des produits de l'habitude. Donc le problème général qui est posé est celui de la normativité naturelle. On attribue parfois à Aristote l'affirmation d'après laquelle l'habitude est une seconde nature. En réalité, Aristote n'affirme pas cela. On trouve une formule dans le traité consacré à la mémoire et à la remémoration qui dit que l'habitude est déjà comme une nature. La question qui se pose, c'est celle du rapport entre habitude et nature. Parce que si on dit que l'habitude est seconde, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle relève encore d'une naturalité? Mais ce serait une naturalité très particulière, puisqu'elle serait seconde. Elle n'est pas première. Mais néanmoins, il faudrait que ce soit aussi une naturalité pleine et entière, puisqu'elle serait encore nature. Ou alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'elle n'est plus nature? Donc, est-ce qu'il s'agirait d'une relation de succession? Et dans ce cas, la nature première s'effacerait pour céder la place à l'habitude. C'est une conception qu'on trouve chez les sophistes, par exemple, qui considèrent que, justement, par l'habitude, par les artifices, on peut en quelque sorte reconstituer une nouvelle nature de l'homme. On trouve cette idée dans un fragment de Démocrite, qui n'est pas un sophiste, mais dont l'inspiration se retrouvera chez les sophistes par la suite. C'est l'idée que l'éducation, par exemple, pour Démocrite, produit véritablement une nouvelle nature, change et modifie la première nature pour en créer une nouvelle.
Mais pour Aristote, ce n'est pas le cas. Parce que si on prend l'analyse de la mémoire, pour lui, les remémorations se produisent, je cite le traité sur la mémoire, quand le mouvement de la mémoire vient naturellement après tel autre mouvement. On a pris l'habitude de voir se succéder des images du passé dans un certain ordre, et donc la mémoire consiste à remonter au premier mouvement qui en a entraîné un second, puis un troisième. Chaque fois, une image entraîne une autre dans une relation de consécution. Et Aristote dit donc que s'il nous arrive depuis longtemps d'être mus d'une certaine manière, on se meut jusqu'au terme le plus habituel, car l'habitude est déjà comme une nature. C'est pourquoi, dit-il, nous nous remémorons plus facilement les choses auxquelles nous pensons souvent. De même en effet que par nature, telle chose vient après telle autre, de même en va-t-il sous l'effet de l'acte. En outre, dit-il, ce qui arrive souvent produit une nature. Donc, l'habitude est un mouvement dont la relation avec son premier principe, avec son moteur, est artificielle. On a décidé d'acquérir cette habitude, mais elle reste naturelle en tant que mouvement, puisqu'elle est soumise à la règle générale de succession des mouvements. L'association habituelle n'a pas la régularité de ce qui serait absolument permanent, le toujours. C'est simplement une régularité médiocre, une régularité moyenne. C'est ce qui se produit le plus souvent ou dans la plupart des cas. C'est l'expression qu'utilise Aristote. Mais précisément, cette régularité médiocre, c'est celle qui caractérise la nature des corps sublunaires, cette partie du cosmos que nous habitons, selon Aristote, et qui est sujette à la variation et au changement, où jamais rien n'est absolument fixe, mais où néanmoins il y a des régularités moyennes, ce qui arrive le plus souvent. Voilà pourquoi, pour Aristote, l'habitude est bien naturelle, même si elle a son origine dans une décision et dans une impulsion proprement humaine, artificielle. L'habitude est cause de processus de répétition qui sont naturels, et par conséquent, l'action humaine ne fait pas face à la nature, mais elle s'effectue dans le cours du processus naturel. Voilà pourquoi on peut dire que si l'homme acquiert des habitudes, c'est justement parce qu'il ne trouve pas déjà dans la nature toute faite, à l'état achevé, des normes qui seraient inscrites de façon immuable. Si l'homme acquiert des habitudes, c'est parce que, justement, il y a en lui un inachèvement, une indétermination. Et c'est pourquoi, pour Aristote, la vertu morale n'est pas naturelle. Mais bien qu'elle ne soit pas naturelle, elle n'est pas non plus contre nature. Elle suppose une potentialité qui est donnée par la nature, une capacité, mais en même temps, elle suppose aussi une disposition acquise par le biais de l'habitude. Donc elle n'est ni naturelle ni contre nature. Mais en même temps, il faut que la vertu devienne comme naturelle, parce qu'elle n'est pas un simple artifice. C'est un mouvement qui est devenu naturel et par lequel l'homme répond à l'inachèvement de sa propre nature. Et on voit que dans cette pensée, c'est la notion de nature comme processus qui domine. Et on peut en même temps souligner l'importance de la notion d'inachèvement, de contingence. C'est que la nature, comme le dit Pierre Aubin, qui a analysé cette question particulièrement, la nature comporte un coefficient qu'on ne peut pas supprimer, un coefficient d'indétermination, ou plus exactement d'inachèvement, dans la mesure où la nature est un but, un télos, mais singulièrement pour la nature humaine qui est toujours à distance de ce télos. Dès lors, la nature n'est pas un donné, mais c'est une tâche. Et par conséquent, aucun naturalisme moral ne nous dispense de l'obligation de rendre à elle-même une nature humaine toujours fragile, même si on peut considérer des orientations. D'où l'obligation d'humaniser un homme et une société humaine qui peuvent toujours être habités par la tentation de l'inhumanité. Et c'est ainsi aussi que, dans sa pensée politique, Aristote affirmera que l'homme est par nature un être politique parce qu'il est à l'état individuel inachevé, incomplet. L'individu est sujet à des besoins. Il a besoin des choses, il a besoin des autres. Et Aristote expliquera la genèse de la cité à partir d'une origine qui est le besoin. Le couple serait l'élément premier, besoin sexuel. Mais ensuite, avec le développement de la famille, se développent des relations sociales, puisque la famille va non seulement comporter les enfants, mais aussi le personnel qui travaille, les esclaves, donc une structure sociale, une économie domestique. Mais entre les familles, il va se produire un ensemble de relations qui vont constituer le village. Et l'ensemble de la communauté des villages formera enfin la cité comme communauté achevée. Donc d'un côté, on pourrait dire qu'Aristote explique la cité à partir de son origine, à savoir
le besoin naturel, l'inachèvement de l'individu. Mais ce qu'il va montrer en renversant la perspective, c'est qu'en réalité, la cité est première du point de vue de la primauté ontologique, parce que le tout est toujours premier par rapport au parti. L'organe n'est vivant comme organe qu'à l'intérieur d'un corps qui forme une totalité. La main n'existe pas comme main ayant la fonction de main sans un corps vivant dont elle est l'organe. Et donc, en réalité, il faut rendre compte de la cité par justement cette idée d'un achèvement qui est possible non pas à l'état individuel, mais à l'état collectif, à l'état communautaire. Et ça laisse place à une relation qu'Aristote appelle l'amitié, et c'est pour ça que l'homme n'est pas simplement un être de besoin, ni besoin des choses, ni besoin des autres au sens de nécessité sociale et économique. L'homme est cet être qui vit mieux quand il est avec les autres dans une relation d'amitié qui est la relation politique par excellence, parce que, justement, elle implique de dépasser le simple cadre du besoin immédiat. C'est en cela que Aristote s'oppose aux théories contractualistes, par exemple des sophistes, qui vont expliquer la cité comme une société née conventionnellement des besoins humains. Au contraire, c'est dans l'amitié à l'intérieur de la communauté politique que véritablement se trouve la signification réelle du bien humain. Voilà pourquoi le naturalisme d'Aristote n'implique aucunement la réduction à une origine première figée dans un ordre immuable. Je vous remercie de votre attention.